Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection géopolitique mondiale. Collection géopolitique mondiale. Dirigée par Moyila Tshiyembe. L'objet de la collection géopolitique mondiale est de susciter les publications dont la vocation est double. D'une part, donner un sens aux mutations provoquées par la mondialisation, étant donné la perte des repères du monde ancien et la nécessité d'inventer des repères du monde nouveau. D'autre part, analyser la complexité des enjeux territoriaux, des rivalités intérêts et de stratégies qui poussent les acteurs à user de la force ou de la diplomatie, pour modifier ou tenter de modifier le rapport de force, ressources naturelles, humaines, culturelles, selon des idéologies qui les animent. À cette fin, la prospective et la pluridisciplinarité sont des approches privilégiées. Déjà paru. Adrien Banwityantekangi, Vers un nouveau droit international des réfugiés écologiques, 2014. Patrick Wenda Tshiyembe, L'orientation scolaire et professionnelle en RD Congo, 2014. Germain Ngoietshibambe, Dire, Identité, ressources naturelles et conflits en rez-de-chaussée. Défis méthodologiques et voies de sortie, 2013. Evelyne Garnierzarli, Dire, La licence scientifique dans l'espace francophone, essai de référentiel de connaissances et de compétences, 2014. Moyila Tshiyembe, Quel système politique pour la République démocratique du Congo, fédéralisme, régionalisme, décentralisation, 2012. Introduction. L'un des acquis de la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, notamment dans les facultés de droit, a été la consécration d'un enseignement de plein exercice intitulé Droit international des espaces, niveau licence 1 ou équivalent Master 1, en tant que branche spécialisée du droit international public. Après avoir dispensé cet enseignement durant de nombreuses années, il nous a paru utile de changer son contenu, en vue de l'adapter aux nouveaux enjeux de la globalisation, à savoir, le droit des activités spatiales et des télécommunications. Cette perspective nous a obligés à coupler le droit international des espaces et des télécommunications, en vue de jeter les ponts entre 4 champs d'action. Le droit des activités des espaces maritimes, le droit des canaux et fleuves internationaux, le droit de l'air et de l'espace extra-atmosphérique, le droit des télécommunications. Dans cet ordre d'idées, l'élargissement au domaine des télécommunications ouvre le champ des connaissances aux nouveaux aspects du droit international, notamment le droit relatif à toute transmission, émission, réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, à distance, par fil optique, radioélectricité ou d'autres systèmes électromagnétiques. L'enjeu est à coup sûr de former et préparer les bénéficiaires à une carrière juridique nationale ou internationale et chemin faisant, de leur fournir les outils d'analyse, recherche des causes, de compréhension, recherche de sens, de confrontation des normes juridiques avec les faits, à la lumière des multiples activités exercées sur ces espaces et des différends qui en découlent. En effet, la complexité de ces activités exige, pour en débrouiller les chevaux, la maîtrise des normes juridiques et réglementaires les sous-tendant, qui sont la clé de voûte de la confiance et du développement. C'est en abordant les choses de la sorte, nous semble-t-il, que les élites nouvelles sauront appréhender avec pertinence les défis du numérique, compétition scientifique et technologique, de l'économie d'exploitation des ressources naturelles des mers, pétrole, gaz, minerais et des fleuves internationaux, énergie hydroélectrique, du transport des biens et des ressources naturelles d'un bout à l'autre du monde à travers les canaux et les détroits, y compris la dialectique de paix ou guerre sous-jacente. Et ce d'autant plus qu'à l'ombre du droit international, les États les plus puissants n'ont pas totalement renoncé à la politique de la carotte et du bâton en tant que sujets originaires du droit international, nonobstant l'émergence d'autres acteurs des relations internationales tels que les organisations internationales, les multinationales, les ONG, les peuples voire les individus. Poser le problème en ces termes, c'est constater qu'il n'existe pas d'État sans territoire. Depuis que les traités de Westphalie 1648 mirent fin à la guerre de 30 ans entre la France, la Suède et l'empereur Ferdinand II d'une part, et sanctuarisèrent le territoire comme siège du pouvoir politique,
quelle que soit l'organisation de la société humaine installée sur cet espace d'autre part. La vague des indépendances des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie est venue confirmer ce postulat à travers le principe d'intangibilité des frontières acquises lors de la décolonisation. Chemin faisant, les espaces terrestres, maritimes, aériens, extra-atmosphériques, sur lesquels se déroulent toutes ces activités humaines, sont le siège de la souveraineté territoriale entière ou partielle des États, définie par le droit international, soit en termes d'activités matérielles, soit en termes des compétences spécifiques. Dès lors, le passage du statut des espaces au régime des activités est à la base de l'avènement de ce nouveau droit international des espaces et des télécommunications. En effet, les considérations tirées de l'observation expliquent comment la réglementation des espaces, sous le couvert de la coopération, a été une technique de contournement des antagonismes politiques. Ainsi, le droit international présente-t-il un double visage ? Un droit sur les espaces et un droit sur l'aménagement des activités correspondantes par-delà les controverses juridiques subséquentes à la dimension patrimoniale ou à la dimension fonctionnelle des espaces susmentionnés. En outre, la question territoriale est une source des conflits intra-étatiques correspondant aux mutations de l'occupation de l'espace ou à sa mise en œuvre au sein des souverainetés déchues, avec des répercussions internationales. Ainsi, il est naturel que le droit international, dans un souci de pacification des relations internationales, se soit attaché dans un premier temps à livrer les règles permettant de délimiter ces espaces avant d'en définir le statut juridique et l'utilisation possible par les États. La délimitation par le droit du domaine public international est indispensable, car elle permet de déterminer le champ d'action de compétence des États. Et ce, en réglementant l'utilisation de ce domaine sur le plan économique, exploitation des ressources naturelles, de l'énergie hydroélectrique, de l'irrigation, et sur le plan technique, télécommunications, et en organisant les relations entre les personnes qui s'y trouvent. Abordé sous cet angle, l'ouvrage Droit international des espaces et des télécommunications se divise en deux parties articulées autour de 9 chapitres. La première partie analyse l'espace terrestre, chapitre 1, l'espace maritime, chapitre 2, le régime juridique des utilisations de la mer, chapitre 3, les canaux, les détroits et les fleuves internationaux, chapitre 4, l'espace aérien et l'espace extra-atmosphérique, chapitre 5. La seconde partie décante les méandres du droit des télécommunications tels qu'ils ressortent de la régulation des télécommunications, chapitre 6, de l'octroi des licences pour les services des télécommunications, chapitre 7, de l'interconnexion, chapitre 8, du service universel, chapitre 9. Cependant, il est un devoir, avant de fermer cette parenthèse introductive, de rendre un hommage mérité à Pétillon Muyambi Dena, chef des travaux à la faculté de droit, Université de Kisangani, et doctorant en droit international, pour avoir assuré les travaux dirigés du cours ainsi que le toilettage du manuscrit de cet ouvrage. Néanmoins, la responsabilité des imperfections éventuelles de l'ouvrage nous incombe singulièrement. Partie 1 Droit international des espaces. Chapitre 1 L'espace terrestre. Deux problèmes se posent au sujet de l'espace terrestre. Le premier, historiquement, fut celui de l'acquisition des territoires qualifiés pour la cause de territoire sans maître, res nullius. Le second, inévitablement, fut celui de la détermination des frontières. Section 1 L'acquisition des territoires sans maître. Tous les espaces terrestres ont désormais un statut juridique, en général sous souveraineté étatique, parfois sous souveraineté internationale. Mais l'acquisition des territoires sans maître a joué un rôle très important car la colonisation s'est faite en général par l'extension de l'autorité des États sur des territoires considérés comme tels. Ces terra nullius correspondent à un espace qui peut être habité, dans lequel peut exister une certaine organisation sociale, mais qui n'est pas structurée selon le modèle étatique. L'acquisition de ces territoires était fondée, jadis, sur la priorité de la découverte et aujourd'hui, cette acquisition pose encore des problèmes pour certains espaces. Historiquement, divers systèmes ont été admis pour l'acquisition des terra nullius. 1. L'attribution pontificale. En 1486, le pape Clément VI attribue la souveraineté des Canaries à l'Espagne. Alexandre VI Borgia,
par la bulle intercoétra place les espaces découverts à l'ouest d'une ligne au large du Cap-Vert sous la souveraineté espagnole, excepté le Brésil. Le traité de Tordesillas, le 7 juin 1494, devait entériner l'accord de l'Espagne et du Portugal sur la délimitation de leurs futures possessions coloniales, en partageant le monde à découvrir. Les terres à l'ouest du méridien, Amérique moins le Brésil, appartiendraient à l'Espagne et celles à l'est, Brésil et Afrique, au Portugal. 2. La découverte avec occupation fictive. La souveraineté territoriale appartient à l'État qui découvre un territoire, à condition que ceux qui peuvent venir ultérieurement en soient avertis. C'est le cas d'Haïti découverte par Christophe Colomb le 6 décembre 1492 au nom des souverains de Castille. Du Brésil après l'érection d'une croix de 7 mètres de haut, Veracruz, le 26 avril 1500 par Pedro Alvarez Cabral, de la conquête de l'Australie par la Grande-Bretagne en 1788 pour qui les terres des aborigènes étaient désertiques et inoccupées. Section 2, le système de l'occupation. Ce système fut consacré par l'acte final de la conférence de Berlin du 26 février 1885, chargé de régler le régime du bassin du Congo et les problèmes de conquête des territoires en Afrique. L'acquisition par occupation devait respecter 3 conditions. La manifestation de la volonté d'un État à s'y installer. Une notification adressée aux autres puissances signataires de l'acte, destinée à officialiser la possession. L'existence et la permanence d'une autorité effective sur le territoire conquis. Dès le début du XXe siècle, l'occupation effective, nécessaire à l'acquisition territoriale lorsqu'elle est continue et pacifique, est fréquemment qualifiée de titre parfait en l'absence d'autres titres opposables. Ce système d'acquisition fut incontestablement un facteur d'ordre international, même si son application s'avérait délicate pour les territoires peu accessibles. 1. L'acquisition résultant de la continuité et de la contiguïté. Au nom de la continuité, l'établissement d'un pouvoir effectif sur certains points d'un territoire entraîne l'extension de la souveraineté sur les régions avoisinantes. C'est la théorie de l'Hinterland, selon laquelle l'occupation des côtes suffit. Au nom de la contiguïté, certaines îles peuvent paraître comme des prolongements naturels d'un territoire étatique. Ce fut l'argument évoqué par le Mexique à propos de l'île Clipperton entre 1879 et 1914, l'Argentine à propos des îles Malvinas ou Falkland lors du conflit Royaume-Uni-Argentine en 1982, ou le Chili contre l'Argentine à propos de l'Antarctique, en se fondant sur la théorie de l'analogie géologique. 2. La cession de territoire. Les États peuvent se céder ou s'échanger des territoires, avec 2 modalités. A. La cession à titre onéreux. Elle matérialise les hypothèques de la Louisiane, cédées par la France aux États-Unis en 1803 pour 60 millions de francs afin que Napoléon puisse financer ses guerres européennes, des villes de Menton et de Roquebrune cédées par la Principauté de Monaco à la France en 1861, de l'Alaska cédée par la Russie aux États-Unis en 1867, et plus récemment des îles Kuria-Muria cédées par le Royaume-Uni au sultanat des Oman en 1967. B. La cession à titre gratuit. Elle est le plus souvent la conséquence d'un traité de paix. Ainsi la cession de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne à la France en application de l'article 51 du traité de Versailles, la cession de la Savoie et du comté de Nice par le royaume de Piémont-Sardaigne à la France par le traité de Turin du 24 mars 1860. C'est les zones polaires. Pour l'Arctique, qui est un océan gelé de 14 millions de kilomètres carrés, les revendications ont été fondées sur 2 systèmes, avec le problème du Groenland sous souveraineté danoise et celui du Spitzberg sous souveraineté norvégienne. Le système de la contiguïté illustré par la théorie des secteurs présentée en 1907 par le sénateur canadien Pascal Poirier, est reprise par le russe Victor Lakhtin. Cette théorie attribue à chaque État ayant un littoral sur l'océan Arctique la souveraineté sur toutes les terres émergées se trouvant dans un triangle sphérique, ayant pour base ce littoral, pour sommet le pôle Nord, et comme côté les méridiens se situant de part et d'autre des frontières du littoral. Ainsi, les terres émergées ont été attribuées au Canada, les îles de Baffin et Elmer, au Danemark, le Groenland,
à la Russie, la Nouvelle-Zambie et les archipels de la Nouvelle-Sibérie, à la Norvège, l'archipel du Svalbard et de l'île Jan Mayen. Cette théorie fut contestée par les États-Unis, qui invoquaient le système de l'occupation effective. Le système de la coopération pour la préservation de l'environnement qui, de nos jours, fait que l'Arctique est surtout l'objet de préoccupations écologiques, avec la création en 1996 à Ottawa, du Conseil de l'Arctique. Cette organisation est fondée sur les principes de coopération, de coordination et d'interaction circumpolaire, pour répondre aux inquiétudes communes des États arctiques et des habitants du Nord en matière de développement durable et de protection de l'environnement. Les États membres sont le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Russie, la Suède, y compris 4 organisations représentant les peuples autochtones. Mais au-delà de cette coopération, la zone arctique reste sous la concurrence de ces pays, compte tenu des ressources pétrolières et gazières du sous-sol océanique. Pour l'Antarctique, qui est un continent recouvert d'une couche de glace d'une épaisseur moyenne de 1,6 km, 10% des terres émergées avec 14 millions de kilomètres carrés de superficie, le grand éloignement ne permettrait pas l'extension pure et simple de la théorie des secteurs. Les revendications au début du XXe siècle furent fondées sur plusieurs systèmes, celui de la découverte pour la France avec la terre Adélie explorée par Dumont d'Urville en 1840, pour la Norvège, la terre de la Reine Maud explorée en 1910 par Amundsen, celui de l'occupation dans des bases établies pour l'URSS, celui de la contiguïté pour le Chili et l'Argentine. Mais toutes ces revendications ont été gelées, à la suite de l'année géophysique internationale de 1957 à 1958, par le traité de Washington signé le 1er décembre 1959. Ce traité a initialement été signé par 7 États dits possessionnés, c'est-à-dire s'estimant souverains sur un secteur précis, Argentine, Chili, Australie, France, Norvège, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni, et des États intéressés dits non possessionnés, Afrique du Sud, Belgique, États-Unis, Japon et URSS. Le traité de Madrid du 4 octobre 1991, relatif à la protection de l'environnement de l'Antarctique interdit pendant 50 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur, intervenu le 14 janvier 1998, sauf accord unanime des États, toute exploitation minière et réglemente étroitement les autres activités en vue de préserver l'environnement. Ainsi donc, les espaces terrestres ont été pour la plupart acquis par des États. Dès lors, ces territoires sont soumis de façon absolue et exclusive à la souveraineté des États qui vont en fixer les limites. Section 3. Définition des limitations des frontières terrestres. Du point de vue droit international, 2 questions conditionnent toutes les autres. La définition des limitations de l'espace terrestre et l'exercice de la compétence territoriale de l'État. En effet, la multiplication des États-nations, à ce jour 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, le Sud-Soudan étant le nouveau venu, le 9 juillet 2011, la souveraineté des États sur leurs ressources et richesses naturelles, proclamée dès 1952 par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions relatives au respect de l'intégrité territoriale et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, supposent au préalable la maîtrise effective de l'espace terrestre. D'où l'importance évidente de la souveraineté sur l'espace terrestre et la nécessité de délimitation du territoire national. Logiquement, l'existence de frontières en tant que ligne idéale ou zone plus ou moins large délimitant des espaces terrestres relevant de souverainetés distinctes, s'est imposée sous des vocables divers. Ligne de partage entre 2 souverainetés étatiques ou point d'expiration d'une souveraineté étatique. Les frontières sont souvent la traduction historique de rapports de force qui se sont mués en droit. La notion de frontière succède à celle de confins, qui désignait une limite indéfinie entre 2 territoires avant que cette limite ne soit fortifiée et ne forme des lignes de front, comme l'indique cette étymologie guerrière pour lesquelles des millions d'hommes sont morts. La délimitation des frontières se fait en 2 étapes, la première sur le papier et la seconde sur le terrain. Aujourd'hui, les conflits frontaliers sont résolus pacifiquement à l'exception depuis plus d'1 siècle de la question de l'archipel des Kouriles. 1. La délimitation frontalière. Il y a plusieurs procédés pour établir le tracé des frontières.
A. Les frontières naturelles. Les frontières naturelles sont celles qui prennent en compte le relief ou l'hydrologie. La ligne de crête, avec l'exemple des Pyrénées qui sépare l'Espagne de la France, la ligne dite du pied des monts, la ligne de partage des eaux séparant deux bassins hydrographiques, un lac ou un fleuve international avec la frontière à la rive ou le talweg, milieu du chenal navigable, la ligne médiane. Ainsi, les fleuves Rio Grande servent de frontière entre les États-Unis et le Mexique, le fleuve Sénégal entre la Mauritanie et le Sénégal, le fleuve Congo entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, etc. Même si les discontinuités naturelles ne coïncident pas forcément avec les limites ethnographiques et culturelles, les frontières naturelles ont l'avantage de faciliter le travail de démarcation. B. Les frontières artificielles. Les frontières artificielles sont celles qui correspondent aux États ne disposant pas d'obstacles naturels. Il peut s'agir de repères trigonométriques ou de lignes astronomiques telles que les méridiens ou les parallèles. Ainsi la frontière du 49e parallèle entre les États-Unis et le Canada et celle du 38e parallèle entre les deux Corées. C'est le principe de l'uti possidetis juris. Le principe de l'uti possidetis juris consiste pour les États nouveaux issus de la décolonisation d'accepter comme frontières les limites administratives fixées par les anciennes métropoles coloniales. Ce principe a été appliqué par les nouveaux États de l'Amérique du Sud au XIXe siècle, de l'Afrique à la suite de la résolution de l'Organisation de l'Unité africaine adoptée au Caire en 1964, de l'ex-Yougoslavie, Commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en ex-Yougoslavie, ainsi que de l'ex-Union soviétique, la Conférence d'Helsinki 1971, ayant prôné le respect des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale. 2. La démarcation de la frontière. Elle intervient sur le terrain même. C'est la fixation matérielle et visible de la frontière qui se traduit par l'abornement. La démarcation met toujours à profit, dans un but de rationalité, une certaine liberté de détail au regard de la délimitation conventionnellement déterminée. Ce processus de démarcation de frontières se fait de trois façons. De façon unilatérale, si la frontière sépare un espace national d'un espace international. Par voie conventionnelle, si la frontière sépare deux États. Par voie juridictionnelle, en cas de différend. Section 4. Le règlement des différends frontaliers. De nos jours, les différends frontaliers sont réglés par voie judiciaire ou arbitrale. Ce fut le cas de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, entre le Cambodge et la Thaïlande, entre le Cameroun et le Nigeria, entre le Burkina Faso et le Mali. Plus récemment, 4 litiges frontaliers ont été réglés pacifiquement. 1. Le litige de la bande d'Aouzou, opposant la Libye au Tchad. Après plus de 20 ans d'occupation illégale de la Libye, la Cour internationale de justice a fini par attribuer ce territoire au Tchad. 2. Le litige des fleuves Amour et Ussuri, opposant la Russie et la Chine. Par un accord entre les deux États, le bornage de la frontière commune, longue de 4195 km, s'est achevé en avril 1999. Des territoires ont été échangés, et les 2444 îles inhabitées ont été officiellement partagées le 29 avril 1999 sur 163 sont revenues à la Russie, et 1281 à la Chine. 3. Le litige de la cordillère du Condor, opposant l'Équateur et le Pérou. Un accord entre les deux États fut adopté le 13 mai 1999 à la suite d'échanges de parcelles territoriales de part et d'autre de la frontière. 4. Le litige des îles Anish en mer Rouge opposant l'Érythrée et le Yémen. Une cour d'arbitrage ad hoc a rendu 2 sentences en 1998 et 1999, reconnaissant la souveraineté du Yémen sur ces îles inhabitées et délimitant les frontières maritimes entre les deux pays. 5. La guerre frontalière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, 1998 et 2000. Le 13 avril 2002, la commission frontalière Érythrée-Éthiopie accorde des territoires à chaque partie tandis que le territoire de Badmi, objet du conflit, est attribué à l'Érythrée.
Cette attribution est contestée par l'Éthiopie qui, pour l'exprimer, s'est retirée des négociations en 2003. Depuis, l'Érythrée considère la présence continue de troupes éthiopiennes sur Badme comme une violation de sa souveraineté, à la protection de laquelle la mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, MNUEE, collabore involontairement. D'où la décision de l'Érythrée de restreindre les opérations des casques bleus et d'expulser en 2005 certains membres de la mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée. Aujourd'hui, les tensions restent fortes à cette frontière. 6. La question de l'archipel des Kouriles, opposant la Russie et le Japon. S'il existe encore un différend frontalier qui ne fait pas l'objet de règlements pacifiques, c'est bel et bien celui des Kouriles opposant la Fédération de Russie et le Japon. Territoire historiquement russe mais géographiquement japonais, l'archipel des Kouriles comprend une trentaine d'îles reliant sur plus de 120 km le nord du Japon à la péninsule du Kamtchatka. L'enjeu géostratégique de ces îles sur l'océan Pacifique est important à cause des zones de pêche autour de ces îles. Le Japon a toujours considéré ces îles comme faisant partie intégrante de son territoire, alors que la Russie s'accorde le crédit de la découverte. Afin de régler la question territoriale définitivement, le traité de Shimoda du 7 février 1855 délimite les frontières entre les deux pays. Le Japon devant occuper les 4 îles faisant partie de l'archipel, et la Russie devant occuper les Kouriles restantes, seule l'île de Sakhaline est déclarée indivise et partagée entre les deux États. Le Japon réclame toujours ses territoires du Nord et à cause de ce différend, Tokyo et Moscou n'ont à ces jours signé un accord de paix. Section 5. La compétence territoriale. C'est le pouvoir d'agir, de façon légitime et légale, que détient l'État sur l'ensemble de son territoire vis-à-vis des personnes, des activités et des biens. Cette définition renvoie aux notions telles que personne morale et sujet de droit international. En tant que principal sujet de droit international, exercice de droit régalien, l'État a une compétence plénière, c'est-à-dire exclusive et non pas spécialisée ou d'attribution comme c'est le cas pour les organisations internationales. Le droit international reconnaît 3 titres de compétence. La compétence personnelle, autorité exercée par l'État sur ses nationaux établis hors du territoire national. La compétence relative à l'organisation des services publics, c'est-à-dire celle qui concerne le choix du régime politique, économique et social. La compétence territoriale, c'est-à-dire le titre juridique et le cadre matériel normal des compétences de l'État. C'est parce que l'État a un territoire et un territoire bien délimités, qu'il a la capacité juridique d'agir seul sur cet espace. A contrario, toute incertitude affectant l'origine ou les limites exactes du territoire, affaiblit ou remet en cause l'exercice de la compétence territoriale. Chapitre 2. L'espace maritime. L'espace maritime correspond aux étendues d'eau salée en communication libre et naturelle. La mer a été considérée jusqu'au XXe siècle comme un espace de circulation où devait régner un principe de liberté et à titre accessoire et à proximité des côtes, on l'utilisait à des fins alimentaires. Pendant longtemps, l'État côtier n'exerçait sa souveraineté que sur les 3 premiers milles marins. Un mille marin ou nautique correspond à 1852 mètres, ce qui correspondait à l'époque à la portée d'un boulet de canon. Dans cet ordre d'idées, les problèmes concernant la mer sont l'accès à la mer et la sécurité de l'accès à la mer, la sécurité alimentaire et la conservation des ressources biologiques à l'ère de la pêche industrielle expansive et d'économie d'échelle. Enfin, la sécurité de la navigation, des échanges et des communications. Telles furent les préoccupations principales qui prévalaient jusqu'à la fin de la seconde conférence de Genève sur le droit de la mer, 1958 à 1960. Paradoxalement, le XXe siècle est celui de l'utilisation des espaces maritimes comme réservoirs de ressources biologiques et minérales. En effet, les nouvelles techniques permettent progressivement d'effectuer une exploitation de l'espace maritime, de son sol et de son sous-sol, de plus en plus loin des côtes et à des profondeurs de plus en plus importantes. En tant que partie du domaine public international, les mers et les océans ont fait l'objet de délimitations en prenant principalement en considération les projections des souverainetés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.